Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour cette seconde table ronde du Printemps des compétences pour ce mercredi plutôt 24 avril. Une seconde table ronde dédiée à la thématique de se reconvertir. Comment et vers quel métier? Pour animer cette table ronde, donc, on retrouve au centre de l'écran Madame Françoise Gérard, directrice générale adjointe de Centre Info, et à ses côtés, alors ce ne sera peut-être pas l'ordre, hein, mais vous allez entendre Madame Gaëlle Facora, consultante au dispositif académique de bilan et mobilité et conseillère Cité des métiers, accompagnateur donc dans le cadre de la mobilité professionnelle des individus. Laetitia Laetitia donc Gamrasni, chargée de partenariat Transition Pro Île-de-France. Également Marlène Piéné, chargée de mission Avenir Actif, donc acteur du CEP. Et enfin Michael Da Silva, responsable d'équipe de l'agence France Travail de Ney. Françoise, je te laisse la parole. Merci beaucoup Régis. Bienvenue mesdames, messieurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent à distance également. Pour cette table ronde qui sera consacrée aux problématiques de la reconversion. Mais c'est vrai que se reconvertir, changer d'activité, changer de métier ou d'employeur, c'est quelque chose qui n'est plus un sujet marginal. C'est ce que nous confirme le baromètre de la formation et de l'emploi que Centre Info réalise chaque année depuis maintenant 5 ans. Et la 5e édition de ce baromètre, qui est sorti en mars, il est vraiment tout à fait récent, nous indique que plus d'un actif sur 5 prépare activement une reconversion et n'est pas seulement en train de penser à la reconversion. C'est un pourcentage stable depuis 2021, donc en fait la période Covid a beaucoup changé les choses, mais depuis 2021, cette stabilité se confirme et les plus attirés par ce changement de métier sont d'abord les personnes qui sont sans emploi ou en recherche d'emploi, je dirais de façon souvent plus subie que volontaire, pour 35%. Ensuite, les jeunes, 39%, des jeunes, 39% des 18-24 ans et 36% des 25-34 ans. La formation pour tous reste un passage obligé, et surtout pour 6 candidats sur 10. Donc, ce sont des chiffres, et nous le verrons avec nos spécialistes, qui nous engagent à penser que maintenant la reconversion, le changement de métier, eh bien, fait partie vraiment d'une carrière, parfois à des rythmes extrêmement rapides, et ça c'est sans doute une caractéristique des plus jeunes, et parfois un rythme moins rapide, mais qui de toute façon intervient dans la carrière. Donc pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi 4 spécialistes de l'accompagnement des publics, je ne redis pas leur nom, je leur redirai au moment de leur passer la parole, et notre échange va s'organiser autour de 3 axes. Alors je ne sais pas très bien comment passent les slides sur l'écran, voilà, pour que vous les voyez. Merci beaucoup. Donc, un premier axe qui va nous montrer comment cette question de reconversion, en fait, recouvre des projets et des situations différentes. Et évidemment, en deuxième séquence, les types de propositions et d'accompagnement qui sont proposés aux personnes qui souhaitent se reconvertir, évidemment en fonction de leur projet, de leur statut, de leur situation. Troisième partie ou troisième facette de la question, comment peut-on connaître les métiers qui recrutent aujourd'hui? Il y a la question aussi des métiers qui recrutent demain, mais donc cette séquence sera peut-être un petit peu plus rapide, mais quand même sera très utile. Et surtout, quelles sources d'informations sont accessibles, sont fiables pour vous, pour tout public, et pas seulement pour les professionnels. Et en conclusion, je demanderai à nos invités quels sont leurs conseils pour des personnes qui envisagent une reconversion. Alors, je vais demander à Marlène, qui est donc Marlène Piéné, qui... Excusez-moi. Je vais vous aider, Françoise. Je suis chargée de partenariat pour une structure qui s'appelle Avenir Actif dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là aujourd'hui.
Je veux bien ma première slide, Françoise. Absolument. Et j'ai demandé à Marlène, en fait, qui délivre, et dont la structure des livres du Conseil en évolution personnelle, de nous présenter un peu le panorama des grands dispositifs de reconversion. Donc merci Marlène d'avoir préparé ces slides et de nous les expliquer. Alors, en fait, le Conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment le début de l'histoire. Le début de l'histoire lorsqu'on envisage de se poser, de réfléchir à sa situation professionnelle ou de mettre en place une reconversion, une évolution professionnelle. La première des choses, vous le voyez sur la slide, c'est que c'est gratuit. Ça s'adresse aux salariés et aux indépendants également, mais aussi aux demandeurs d'emploi, on en parlera un petit peu plus tard. Donc c'est gratuit, c'est confidentiel, il n'y a pas d'obligation de prévenir son employeur qu'on fait appel à un conseiller en évolution professionnelle. Ce qui se dit en entretien reste en entretien. C'est neutre, nous ne sommes pas un prescripteur, on n'oriente pas vers un centre de formation plutôt qu'un autre. On aide à faire un choix éclairé, on guide, on répond à des questions, on questionne nous aussi pour un petit peu titiller le positionnement, la réflexion telle qu'elle s'organise, et on est là vraiment pour accompagner dans cette réflexion qui peut vraiment répondre à tout un panel de questions. Aujourd'hui, est-ce que mon poste me convient encore ? J'ai envie de changer de métier. Comment je dois faire ? Je veux utiliser mon CPF. Comment je dois faire ? Je veux faire un bilan de compétences. Qu'est-ce que c'est un bilan de compétences ? Je veux mettre en place une VAE. Qu'est-ce qu'une VAE ? Voilà, on est vraiment sur un panel de questions très très large et aussi au niveau du financement, parce que le nerf de la guerre pour une formation, c'est le financement, mais on en parlera un petit peu plus tard aussi avec Laetitia. Donc, nous, on va accompagner vers différents dispositifs. Je vous l'ai dit tout de suite, l'utilisation du CPF, mon compte formation, comment est-ce que je peux utiliser mon compte formation ? Parfois, on a des personnes qui sont un petit peu hésitantes pour financer une formation via leur compte formation, qui disent c'est de l'argent, ça me met un petit peu mal à l'aise de mettre ça en place tout seul. Eh bien, le conseiller en évolution professionnelle est là pour ça. On accompagne aussi vers le bilan de compétences. Nous, on ne fait pas du bilan de compétences. Tout de suite, je vais dévancer la question. Quelle est la différence entre le bilan de compétences et le conseil en évolution professionnelle ? Eh bien, c'est complémentaire. On peut tout à fait voir un conseiller en évolution professionnelle avant de faire un bilan de compétences, mais aussi à la suite de son bilan de compétences. Mais je pense que Gaëlle nous dira plus de choses sur le bilan de compétences. Je ne vais pas m'attarder. Même chose sur la VAE. Nous, on guide vers la VAE au niveau des architectes VAE, les réformes qui sont en cours au niveau de la validation des acquis de l'expérience. En remettant un contexte, on vous aide à y voir plus clair pour lancer ce process de VAE. Transition collective qui va plutôt être à la main de l'entreprise, c'est un dispositif pour accompagner vers des mutations plutôt sectorielles des salariés de façon collective au sein d'une entreprise. Ça peut être vers une autre entreprise, sur un métier différent, avec un passage vers avec une formation dans une formation, mais ça peut être aussi un métier qui va être fragilisé au sein d'une entreprise et accompagner le salarié dans sa reconversion. Également des salariés qui veulent démissionner pour mettre en place une formation, mais aussi pour reprendre une entreprise. Eh bien, on va les guider dans ce processus de réflexion, démission, reconversion, sachant que dans ce cadre-là, surtout, on ne démissionne pas du jour au lendemain. On va toujours voir un conseiller en évolution professionnelle pour sécuriser le parcours et faire en sorte que le projet soit validé, soit clair, soit réaliste, réalisable, et qu'après, vous puissiez être aussi accompagné via France Travail dans le cadre des allocations de chômage. Sinon, vous ne pouvez pas prétendre à des allocations chômage si vous n'avez pas suivi de parcours en démarrant avec un conseiller en évolution professionnelle. C'est obligatoire. Et enfin, le PTP, qui est l'ancien CIF, et qui permet de mettre en place une reconversion, une formation, en restant salarié de son entreprise. Le contrat est suspendu, mais vous restez salarié de votre entreprise, vous continuez de percevoir votre salaire, votre formation est prise en charge par Condition Pro. Oui, je laisserai Laetitia en parler parce que j'ai tellement l'habitude d'en parler aussi. Mais je laisserai la parole à Laetitia sur le PTP. Elle vous dira tout ce que vous devez savoir sur le PTP. Voilà, donc nous, on est vraiment au début de l'histoire conseil en évolution professionnelle. Merci beaucoup, Marlène. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons ici des spécialistes du bilan de compétences avec Gaëlle, du projet de transition professionnelle avec Marlène, des dispositifs
pardon, avec Laetitia, excusez-moi, et des dispositifs de France Travail avec Michael. Et donc, vous aurez des réponses, si elles ne sont pas apportées ici, alors, soit à la fin soit dans la table ronde, mais très rapidement, soit à la fin de notre table ronde, en sortant, vous pourrez vous adresser à nos intervenants, ou encore les retrouver sur leur stand. Donc, il y a des possibilités d'approfondir, en fait, les points que vous souhaitez en dehors de cette table ronde. Merci beaucoup, Marlène, sur cette première perspective. Vous voyez la différence, je pense, enfin, en tout cas, tout l'avantage qu'apporte un conseil en évolution professionnelle, c'est bien de vous dresser un paysage, un panorama du champ des possibles, peut-être déjà de répondre à vos premières questions. Pouvez-vous avoir droit à ce dispositif ou pas en matière de financement? Donc, c'est très intéressant. En effet, le bilan de compétences étant souvent, ou d'autres dispositifs, étant souvent une des étapes dans lesquelles on s'engage après avoir regardé le champ des possibles. Séquence 2. Ah non, c'est pas séquence 2. Il faut que Marlène continue, parce que ce dont Marlène vous a parlé sur les dispositifs du Conseil en évolution professionnelle, c'est bien sûr un dispositif qui est accessible en Île-de-France, mais qui est accessible sur tout le territoire, en métropole, dans les territoires ultramarins, et plusieurs opérateurs sont agréés. En effet, n'importe qui ne s'improvise pas conseil en évolution professionnelle, puisque, comme vous l'a dit Marlène, parfois le passage par un conseiller professionnel déclenche des droits. Donc, il est important de pouvoir s'adresser, enfin, savoir que ce conseil en évolution professionnelle est un service public gratuit qui est financé, en effet, par l'État et qui est confié. Cette mission est confiée officiellement à plusieurs opérateurs. Marlène va en parler. Et nous avons des opérateurs, illustration ici, qui travaillent évidemment dans leur propre structure, mais qui travaillent en partenariat. Donc Marlène, c'est... Oui, alors, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait la slide. Merci pour la slide. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus, qui sont plus visuelles forcément. Donc en fait, en fonction de votre situation, de votre statut, vous pouvez faire appel à un des 5 opérateurs présentés ici. Nous, Avenir Actif, donc on est présent effectivement, comme vous le disiez Françoise, sur l'ensemble du territoire, hein, tous. Avenir Actif, on s'adresse aux salariés du secteur privé, sous contrat de droit privé, intermittent, intérimaire, saisonnier, CDD, CDI. Vous pouvez nous contacter, et également les indépendants. Donc, micro-entrepreneurs, artisans, commerçants, professions libérales, vous pouvez tout à fait nous contacter, nous, Avenir Actif. Même chose au niveau de l'APEC. L'APEC va accompagner les cadres. Traditionnellement, vous connaissez tous l'APEC, j'imagine. Si vous avez été cadre ou que vous êtes cadre aujourd'hui, dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle, vous pouvez tout à fait contacter l'APEC. France Travail, pour le Conseil en évolution professionnelle, également des demandeurs d'emploi. Les missions locales, raison des missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans, et Cap Emploi lorsque il y a une situation de handicap qui va nécessiter des aménagements spécifiques. C'est Cap Emploi qui va effectivement accompagner dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle. Je vous ai mis le site internet mon-cep.org qui regroupe l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que sur ce site, si vous voulez prendre rendez-vous, eh bien, très simplement, par rapport, vous renseignez votre situation aujourd'hui, vous allez être automatiquement orienté vers le bon opérateur. Et si jamais il y a une petite erreur, de toute façon, en fonction de la personne qui a pris, que vous aurez ensuite au téléphone, on réoriente. Et sachez-le, on travaille tous ensemble, puisque sous la houlette de Laetitia Gamrassi en Île-de-France, nous communiquons et nous avons des réunions interopérateurs. Donc autant vous dire qu'on se connaît très très bien. Merci beaucoup. Donc vous retenez, excusez-moi, je vous donne la parole tout de suite, madame. Peut-être aussi. Tu voudrais juste que ce micro fonctionne. Merci. Je suis super équipée, merci beaucoup. Donc, sachez simplement que seules ces 5 structures sont habilitées à être conseil en évolution professionnelle.
vous trouverez certainement des structures privées qui peuvent vous aider dans un conseil en orientation. Mais nous, ici, nous représentons, enfin, nous promouvons, en effet, ce service qui est un service public gratuit. Madame, vous avez une question ? Attendez, je vais vous donner le micro parce que sinon, on ne vous entendra pas au streaming. Je pense qu'il n'est pas très pratique pour Bonjour, je me posais la question pour toutes les personnes en fait, qui font partie de la fonction publique et qui ont besoin d'être orientées vers la CEP. Attendez, pardon, il faut le micro pour la réponse, c'est la même. Merci. Alors, les personnes qui... Nous, on accueille des contractuels de la fonction publique, mais par contre, quand vous êtes fonction publique territoriale, eh bien, vous devez vous adresser à votre service interne. Voilà, conseiller mobilité. Merci, Gaëlle. Gaëlle va donner une réponse plus précise et puis ensuite nous continuerons. Oui, en fait, vous avez des conseillers mobilité carrière qui sont chargés justement de vous accompagner sur ces questions-là. Alors, ils ne sont pas forcément présents directement dans vos services, mais vous pouvez vous adresser effectivement aux services RH qui sont censés pouvoir vous répondre. Oui, vous savez qu'il y a toujours des petites différences entre le secteur privé et le secteur public, que ce soit pour le CEP ou la VAE. Donc, adressez-vous en effet aux responsables de vos établissements. Deuxième séquence, donc, quel accompagnement possible pour les personnes qui souhaitent se reconvertir? Et je vais passer la parole tout de suite à Michael, qui est responsable d'équipe à l'agence, dans une agence de Paris, Paris 18, née à France Travail, et dont je salue aussi l'équipe France Travail qui est à la Cité des Métiers. J'ai oublié de vous dire aussi que toutes les personnes ici sont fortement impliquées dans les équipes qui font des permanences à la Cité des Métiers, que vous pouvez retrouver en permanence justement toute la semaine pour des conseils gratuits. Merci beaucoup pour cette précision. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a 6... Vous m'entendez bien ? Voilà. Je crois que là c'est mieux. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, on a 6 conseillers à temps plein qui sont mobilisés sur la Cité des Métiers et qui peuvent vous apporter des informations complémentaires. Donc pas forcément concrètement sur France Travail, mais sur France Travail et sur la reconversion plutôt au sens général. Et on anime des pôles et des ateliers sectoriels, donc pour tous ceux qui souhaitent faire des reconversions professionnelles. Quelques petits éléments de contexte. Effectivement, aujourd'hui, la reconversion professionnelle se démocratise. C'est vrai qu'auparavant, on faisait à peu près le même métier toute sa vie. C'était à peu près la norme. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le bien-être au travail prend un petit peu de l'ampleur. Et il est important aujourd'hui de se sentir bien au travail. Je dis toujours que pour qu'un employé soit heureux en emploi, il faut qu'il y ait un juste équilibre entre la performance opérationnelle et la performance sociale, d'où aujourd'hui le déploiement de la QVT, la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, on relève, ce n'est pas une liste exhaustive, mais il y a vraiment 3 principales raisons d'une reconversion professionnelle. C'est les métiers, le métier actuel ne me correspond plus et ne me satisfait plus sur un plan personnel. Donc là, on est plus sur le bien-être. Je rencontre des difficultés à trouver un emploi dans ma zone géographique. Donc un métier n'est pas forcément en tension partout sur le territoire. Il y a des territoires qui se dégagent. Là, par exemple, dans le cadre des Jeux Olympiques, de l'organisation des JOP, certains métiers se sont transformés en métiers en tension, comme la sécurité, par exemple, qui est un vrai sujet. Et on est en train de réussir ce pari, justement, à France Travail. Via la mise en place d'ateliers, on a créé des vocations, des personnes qui, justement, étaient à la recherche d'un emploi et qui ont trouvé, justement, une satisfaction pour un retour à l'emploi sur ces métiers. Excusez-moi, on rappelle qu'un métier en tension, c'est un métier où il y a plus d'offres d'emploi que de demandes de personnes. Exactement. Donc ce sont vraiment les métiers qui recrutent aujourd'hui, avec des gros secteurs comme la sécurité, l'hôtellerie-restauration, et pour les Jeux Olympiques, le transport, la santé. Voilà, et la construction depuis 2020 pour construire depuis 2021 pour construire les équipements. Donc oui, vous pouvez en effet, comme le dit Michael, avoir des métiers en tension dans une région et pas dans une autre. Alors effectivement, comme le soulignait Marlène,
Effectivement, l'idée, c'est de sécuriser en amont son parcours. On ne démissionne pas d'un poste pour faire une reconversion sans sécuriser en amont via un conseiller en évolution professionnelle. Effectivement, ça a un impact sur une éventuelle indemnisation. Et on sait que pour se consacrer à 100% à son projet, il faut pouvoir sécuriser en amont une indemnisation pour justement pouvoir payer ses factures du quotidien et pouvoir se consacrer vraiment à 100% à son projet professionnel. Donc ça, c'est vraiment très important de sécuriser. Pour sécuriser, nous, on met en place des outils. Donc là, j'en ai listé 4. Ce n'est pas une liste exhaustive. Mais ce sont des outils spéciaux France Travail. Oui. Donc effectivement, on a Active Projet. Alors, Active Projet, ce n'est pas forcément fait que par France Travail. Dans le cadre de France Travail, c'est un dispositif qui est mis en place par nos psychologues du travail. Donc sur site, on a des psychologues du travail. Donc l'idée sur cette prestation, c'est de faire émerger ou confirmer une piste de métier, travailler et valider votre projet avec un professionnel. On fait également cette prestation via des prestataires, donc on fait des appels d'offres, on a un cahier des charges et le prestataire est tenu de respecter ce cahier des charges. Donc l'idée, c'est d'identifier ses compétences qui peuvent être transférables. Donc au cours de son parcours professionnel, on a tous développé des compétences qu'on peut retranscrire dans un futur métier. Donc identifier, donc on n'est pas vraiment sur du bilan de compétences, c'est un bilan de compétences un peu plus synthétique, on va dire, mais l'idée c'est d'identifier des compétences qu'on va pouvoir transférer sur un autre métier. On peut également identifier quel est l'écart que j'ai avec ma piste métier. Donc est-ce que je vais avoir un besoin de formation? Est-ce que je vais avoir un besoin de développement de compétences manquantes, justement? Donc là, sur l'identification d'un éventuel besoin de formation, on va travailler avec le conseiller sur la partie financement. Il y a plusieurs dispositifs de financement. Il y a bien sûr les formations conventionnées. Donc nous, on fait des appels d'offres en fonction des besoins du marché. Et ensuite, les organismes de formation se positionnent et on peut mobiliser du budget pour justement acheter des offres de formation en amont et les proposer à nos demandeurs d'emploi. Et si jamais votre piste métier n'est pas forcément finançable sur la formation conventionnée, on peut travailler avec le conseiller sur une aide individuelle de formation. Donc, bien entendu, il y a également le CPF qu'on mobilise dans ce cadre. On peut également faire des abondements à ce CPF justement et compléter la partie manquante. Donc il y a également l'immersion facilitée. Donc pour se rendre compte des difficultés d'un métier, on a parfois une envie de reconversion professionnelle et le fait de tester le métier, et ben, finalement on peut se rendre compte que ce n'est pas forcément adapté à sa personne. Ça peut sécuriser ou justement se dire que finalement ça ne me correspond pas. J'avais des idées reçues sur le métier et en le testant au quotidien, l'idée c'est de le tester pas plus d'un mois. Hein. Généralement, nous, on préconise une semaine, 15 jours d'immersion. Donc ça permet de découvrir le métier, ça peut confirmer ou non le projet professionnel et ça permet aussi d'initier un recrutement. Et vous avez un réseau d'entreprises ou la personne cherche une entreprise? Alors justement, Immersion Facilitée est une plateforme, donc c'est une plateforme d'État, vous pouvez tous y aller, taper Immersion Facilitée sur Google, vous arrivez sur la plateforme et sur la plateforme vous tapez un métier, vous tapez une zone géographique et là vous avez listé l'ensemble des entreprises qui sont dites accueillantes, c'est-à-dire qu'en amont, ils ont évoqué à Pôle emploi qu'ils s'étaient ouverts à faire découvrir leur métier. Ou alors ils sont volontaires. Ils sont volontaires, exactement. Pour accueillir des personnes. Exactement. Ou alors vous avez un petit onglet Tenter votre chance. Et sur Tenter votre chance, là on vous prépare un texte de présentation. Donc vous avez juste à faire 2 clics et nous on s'occupe déjà d'avoir... La mise en relation. Exactement. Non. Également dans le cadre de votre accompagnement en tant que salarié ou indépendant auprès dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on peut mettre en place des périodes d'immersion facilitée via cette plateforme également, puisque nous pouvons aussi signer des conventions. Il y a une convention qui est signée entre l'entreprise, vous et nous, que ce soit France Travail ou l'APEC ou
ou Avenir Actif, et on peut tout à fait vous accompagner sur une période d'immersion facilitée. Nous, on est sur une semaine. En général, on préconise maximum une semaine. Ça permet quand même de se rendre compte, effectivement, des difficultés d'un métier, et comme vous le disiez, Mickaël, de conforter un projet ou te dire « Ah non, finalement, c'est pas du tout fait pour moi. Je passe au plan B. » Merci beaucoup. Mickaël, vous terminez de nous montrer encore des... Oui, alors pour l'Emploi Store, justement, c'est une plateforme qui regroupe 300 applications qui vous permettent justement d'en savoir plus sur le marché du travail, vous préparer pour des recrutements. On va faire un focus juste après sur une des applications qui s'appelle Métierscope. Et Mes événements emploi, donc là, pareil, c'est une plateforme qui regroupe toutes les réunions d'information, job dating, qui sont disponibles dans nos agences ou alors à la Cité des métiers. Vous avez notamment l'animation des ateliers sectoriels. Donc il peut y avoir un employeur qui fait du recrutement en masse, qui vient présenter son entreprise, le poste à pourvoir, et vous pouvez directement aller à la rencontre de l'employeur sur ce job dating. Ils sont tous listés sur Mes événements emploi. D'ailleurs, en ce moment même, je pense qu'il y a plusieurs ateliers sur les métiers qui recrutent. Exactement. Donc hier, on a animé un atelier HCRB, donc hôtellerie, cafétéria, restauration, brasserie. Tout à l'heure à 13h30, nous avons... Je fais la publicité en même temps. Tout à l'heure à 13h30, nous avons un atelier sécurité et à 16h30, nous avons un atelier santé. Donc, voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces secteurs d'activité, n'hésitez pas à y participer. Merci beaucoup. Deuxième focus... sur le bilan de compétences, Gaëlle. Donc, un bilan de compétences, on imagine que la personne est déjà passée par un conseil en évolution professionnelle et s'est dit que c'était intéressant pour elle. C'est ça. Dites-nous. Alors moi, j'interviens donc dans une structure qui s'appelle le DABM, qui est une structure académique qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, effectivement, le bilan de compétences, il s'adresse à des personnes qui soit souhaitent changer d'orientation professionnelle, puisque, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, les carrières sont beaucoup moins linéaires qu'elles pouvaient l'être au préalable. Soit ce sont des personnes qui se retrouvent dans l'obligation d'envisager une reconversion pour des raisons de santé, notamment. Donc, l'objectif du bilan, c'est de donner l'espace, de mettre à disposition des outils pour que la personne puisse vraiment faire le point, à la fois, alors il y a trois plans, on va dire, sur ce qu'elle a envie de faire, donc vraiment définir ses intérêts personnels, professionnels, en même temps aussi faire le point sur ses compétences, c'est quand même le titre de l'accompagnement, donc vraiment prendre le temps d'analyser son expérience, de se poser et de voir quel est son bagage. Quel est mon bagage et surtout, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire et qu'est-ce que je veux en faire. Parce qu'il y a aussi des compétences qu'on peut parfois avoir envie de laisser de côté, justement, par rapport à cette envie de changement. L'autre aspect du bilan de compétences, ça va être l'investigation qui va être plus tournée, du coup, sur les métiers. Donc, vraiment enquête de terrain. Alors nous travaillons avec plusieurs outils, nous avons des outils aussi à distance pour déjà avoir une connaissance du marché de l'emploi. Et justement, comme je rebondis sur ce que disait Mickaël, c'est aussi, et c'est surtout ça en fait, c'est ce qu'on appelle l'analyse des écarts, ça permet de confronter une représentation que l'on peut avoir d'un métier ou d'un secteur comme on a tous, à une réalité. Donc c'est confronter à une réalité économique, mais c'est aussi la confronter à sa propre réalité. Puisque on a chacun nos impératifs, nos contraintes, notre situation personnelle, familiale, etc. Et tout ça est à prendre en compte. Donc vous partez du champ des possibles, et puis reste ce qui est vraiment possible. Voilà, c'est ça. De pouvoir vraiment confronter les deux pour arriver à un projet qui soit réaliste, voilà, et réalisable. Tout à fait. Est-ce qu'on peut nous mettre la slide, s'il vous plaît ? Alors, le bilan de compétences, c'est normé. C'est ça. C'est pas élastique. Tout à fait. Donc, il y a un cadre, il y a un début, un milieu, une fin. J'appuie sur les différentes... Voilà. Donc, il y a plusieurs étapes. Avant d'entamer cette démarche, donc, il y a un entretien préalable qui permet justement de définir avec le conseiller les attentes et de vérifier que les attentes de la personne coïncident bien avec les objectifs du bilan de compétences. Parce qu'il peut y avoir quand même beaucoup de fantasmes aussi sur le bilan, qui peut être un peu considéré parfois comme un outil magique, avec toutes les réponses clés en main. Donc c'est important de vraiment faire cet entretien. De toute façon, il est
nécessaires. Ensuite, en fonction de ce qui ressort de l'entretien préalable, on s'organise sur la constitution du dossier, sur le nombre d'heures, sur l'organisation et le déroulé du bilan de compétences. Alors après, il y a plusieurs financements possibles aussi. Donc souvent, ça peut être via le CPF. Ça peut être également, quand on est salarié, via l'employeur, par le plan de développement des compétences. Donc ça dépend aussi de la personne, si elle souhaite ou pas impliquer l'employeur dans cette démarche. Quand je dis impliquer, tout reste confidentiel, mais à partir du moment où on demande un financement, ça veut dire que on est transparent dans sa démarche. Donc constitution du dossier, et donc après on entre vraiment dans le vif du sujet avec la phase d'investigation, donc qui comprend la partie, comme je vous ai expliqué, d'introspection, vraiment se pencher sur soi, sur ses attentes, sur ses besoins, sur sa situation, ses compétences, et l'investigation du monde du travail, du marché de l'emploi, des métiers, avec une partie effectivement plutôt à distance, mais aussi, alors ce ne sont pas des immersions, mais plutôt des enquêtes de terrain, des interviews métiers, pour rencontrer des professionnels qui exercent les métiers visés, afin d'en avoir une vision plus concrète. Voilà. Donc là aussi, une part d'investigation personnelle. Tout à fait. Et quelle est la durée d'un bilan de compétences et sur combien de temps, quelle est la période sur laquelle on peut faire cette durée? Alors un bilan, c'est 24 heures en tout. En général, donc, il y a toujours une partie d'entretien avec un conseiller, en individuel, c'est toujours en individuel, toujours avec la même personne. Et il y a toute une partie de travail personnel aussi à prendre en compte. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important aussi à saisir avant de s'engager dans cette démarche, parce qu'on peut avoir parfois tendance à sous-estimer ce temps-là qui est nécessaire, parce que c'est ce qui va nourrir les séances, justement. Donc ce travail de personnel, qu'on dit personnel, c'est un travail à mener en autonomie, mais qui est guidé avec les outils justement que l'on met à disposition des personnes. Et justement, la personne revient à chaque séance avec ses informations, ses interrogations, et on débriefe. Mais c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit, parce que c'est vrai que quand on travaille, c'est un travail de plus à prendre en compte dans son emploi du temps. Et quelle est la période moyenne? Alors la durée, c'est à peu près, on va dire pour faire un bon bilan, 3-4 mois. Ça nécessite du temps, parce que ça aussi, c'est parfois des choses qu'on peut entendre en entretien préalable. Parfois, les personnes pensent même que c'est 24 heures sur 2 semaines. Ce ne serait pas envisageable et ce ne serait pas souhaitable. Pour pouvoir élaborer un projet, ça demande du temps de réflexion, de maturation, il faut digérer l'information, et puis il y a tout le temps de l'investigation également. Donc 3-4 mois, c'est vraiment la moyenne. Et 3-4 mois où vous serez disponible? Tout à fait. On accompagne la personne pendant toute cette durée, tout à fait. Merci beaucoup. Un slide rapide sur le financement. Oui. Donc là, c'est vrai qu'on ne va pas revenir dans les détails, mais vous voyez que vous pouvez trouver des financements différents selon que vous êtes salarié, fonctionnaire, travailleur indépendant ou demandeur d'emploi, avec la participation donc de l'employeur sur le plan de développement des compétences. Je précise une chose par rapport à la question qui était posée pour les fonctionnaires, les agents de la fonction publique. Le bilan de compétences, il est également accessible aux agents de la fonction publique, que ce soit financé là aussi par la structure ou par soi-même, c'est tout à fait possible, c'est envisageable. Merci beaucoup, Gaëlle. Un autre dispositif, c'est celui qui s'appelle maintenant le projet de transition professionnelle, sur lequel Laetitia va nous donner plus de détails. Oui, merci beaucoup Françoise. Bonjour à tous. Alors Transition Pro, peut-être que vous ne nous connaissez pas ou peut-être qu'aujourd'hui vous nous connaissez. Pendant 36 ans, on s'est appelé FONGECIF, donc FONGECIF Île-de-France. Et depuis le 1er janvier 2020, eh bien, nous sommes Transition Pro. Transition Pro, il y a plusieurs dispositifs qui passent par nos murs. Moi, je vais plus particulièrement vous parler tout d'abord du PTP, le projet de transition professionnelle. On est dans une logique où vous avez déjà été accompagné par l'un ou les acteurs du CEP ou du bilan de compétences pour construire un projet qui soit le bon, celui que vous aurez validé par des démarches, des enquêtes métiers, des immersions, des analyses du marché de l'emploi. Comme le disait Gaëlle tout à l'heure, il faut faire la part des choses entre le champ des possibles et au final ce vers quoi on veut réellement se diriger. Et du coup, vous avez construit un projet qui nécessite le passage par une formation.
Nous, on intervient plutôt sur des formations dites longues, car ce que vous allez nous demander, c'est la prise en charge des frais de la formation et le maintien de votre rémunération. Donc c'est tout l'avantage du PTP, c'est que si vous obtenez un accord de notre part, ça va passer par une commission paritaire. Pardon, forcément. Est-ce qu'on peut mettre le slide en... Merci. En écran, merci beaucoup. Donc, effectivement, ça va passer par une commission paritaire. Cette commission paritaire va statuer sur votre demande, va vérifier la représentation que vous avez du métier que vous visez et va décider soit de financer votre projet, soit de vous exposer peut-être des motifs de refus qui pourront vous permettre de retravailler votre projet en tenant compte de ces motifs. Alors l'idée en tout cas de ce dispositif, c'est que si tout se passe bien, vous pouvez partir en formation serein avec la prise en charge du coût de la formation et le maintien de votre salaire. Alors pour synthétiser les étapes de manière un peu schématique, parce que parfois on s'y perd un petit peu sur par quoi je commence, combien de temps ça va me prendre, je vais rebondir sur ce qu'ont dit mes collègues juste avant. Un projet, ça prend du temps. Et il faut pouvoir s'accorder ce temps parce qu'un changement de vie, ça implique de se poser certaines questions et de se projeter dans l'avenir. Donc ce temps, il va être variable selon l'état où vous en êtes. Donc c'est pour ça qu'on a marqué construction de son projet, durée variable parce que ça dépend de chacun. Si vous identifiez qu'il faut une formation, eh bien évidemment, il va falloir choisir votre organisme de formation. La bonne formation, le bon lieu, la bonne modalité aussi de suivi de cette formation. Certains vont choisir des formations en présentiel, d'autres vont choisir des formats en distanciel, d'autres ça va être des mixtes des deux. Choisissez le format qui correspond le plus à votre mode de vie, à ce que vous pouvez aussi investir dans ce projet. Vous choisissez votre organisme de formation et si vous êtes en CDI, parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est la cible du PTP. La cible du PTP concerne les salariés de droit privé. En CDI, en CDD en emploi, intérimaire ou intermittent du spectacle. Si aujourd'hui vous ne travaillez pas et que vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez tout à fait réouvrir des droits au PTP en prenant un CDD d'au moins 4 mois dans l'année. Ça peut être 4 mois consécutifs, ça peut être 1 semaine par-ci, 2 semaines par-là, 2 mois de l'autre côté. En tout, si ça fait 4 mois de CDD, vous pouvez tout à fait réouvrir des droits au projet de transition professionnelle. Si vous êtes en CDI, votre employeur sera informé de votre projet. Si cette formation a lieu sur temps de travail, vous devrez lui demander une autorisation d'absence. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain partir vous former sans que lui sache où vous êtes et vous lui offrez aussi la possibilité de vous remplacer si nécessaire, puisque pour lui, ça ne coûtera rien. Il n'aura aucune prise en charge financière dans le cadre du projet de transition professionnelle. On parle, Laetitia, souvent dans les projets de transition professionnelle, d'une reconversion assez longue. C'est ça. Il ne s'agit pas d'une formation de 1 semaine. C'est souvent des changements de métier. Avec des grands écarts de compétences entre celles que vous avez et celles que vous souhaitez, dont vous avez besoin dans le futur métier. Et donc, on est quand même sur des formations de plusieurs mois, en général. Parfois 1 an, des formations diplômantes, universitaires, pas universitaires. Donc, c'est pourquoi le projet est assez long à construire, avec les différentes autorisations, avec des financements, et des financements qui sont quand même dans des enveloppes limitées. Tout à fait. Donc, tout à fait. Voilà, tout ça est à argumenter, à justifier. Exactement. Et, voilà. Et je vous invite effectivement à venir nous voir. Donc nous, on est en permanence à la Cité des Métiers 1 fois par semaine, les mercredis, mais nous sommes également présents sur un stand, donc du côté de la Cité des Métiers, au -1, me semble-t-il. Et donc, -2, pardon. Et donc, transition pro, effectivement, là, je rentre vraiment dans les grandes lignes. Mais en effet, il faut choisir une formation qui soit diplômante, qui amène à un vrai changement de métier. Donc, il y a quand même des critères. Là, moi, je vous donne un peu les grandes mailles pour que vous sachiez que pour nous, il nous faut un dossier complet et qu'on fait en sorte de vous apporter une réponse 1 mois avant le démarrage de votre formation. Un autre dispositif alternatif, du coup, au PTP, donc qui est parfois choisi aussi par les publics, c'est pas le plus sécurisant, c'est pas celui où on va vous dire allez-y, c'est celui qui fonctionne le mieux, c'est le dispositif d'émission reconversion qui est partagé avec 3 acteurs. Le CEP qui est obligatoire dans le cadre de ce dispositif, et Marlène vous l'a dit tout à l'heure, Transition Pro qui va être un peu le pivot entre le CEP
et France Travail qui va être le décideur final de l'attribution de l'allocation retour à l'emploi et du suivi de votre projet. Alors pour revenir à ce projet, à ce dispositif, on va s'adresser dans ce cas à des salariés de droit privé qui sont en CDI depuis au moins 5 ans d'activité en continu. Ces personnes souhaitent mettre en œuvre un projet de reconversion professionnelle pour créer une entreprise ou pour suivre une formation. Donc c'est vraiment le démarrage de ce dispositif, c'est avoir un projet de reconversion professionnelle qui nécessite de quitter votre entreprise pour le mettre en œuvre. On est sur un dispositif qui nécessite le passage par un CEP pour construire votre projet. On ne démissionne pas comme ça du jour au lendemain. Un projet, surtout s'il implique une démission, il faut être sûr de votre coût. Donc l'idée, ça va être de construire ce projet avec le CEP. Une fois que vous avez construit ce projet, eh bien, vous déposez votre dossier à Transition Pro qui va l'analyser et qui va valider son caractère réel et sérieux. Si tout est OK, on vous délivre une attestation qui vous permet de vous inscrire à France Travail et de coup en tant que demandeur d'emploi. Vous pouvez démissionner dès lors que vous avez pris rendez-vous avec un CEP. Maintenant, quelles que soient nos structures, on vous dira tous la même chose. Une démission, c'est quand même un geste qui est engageant, qui nécessite de prendre en compte également plusieurs variables et mieux vaut le faire le plus tard possible. Donc voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire sur ces 2 dispositifs qui passent par Transition Pro, en vous disant donc le PTP est quand même une solution plus sécurisée et démission reconversion est également un dispositif qui peut être utile. Je pense qu'il y a une question dans la salle. Je peux. On va pas passer les trucs là. Je me demandais, vous aviez dit tout à l'heure que le PTP reste le dispositif le plus, on va dire, sécurisant pour le salarié. Alors, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est, certes, la formation peut être financée dans sa totalité, mais le maintien de salaire, est-ce qu'il est toujours... Parce qu'il y a une part de prise en charge par l'entreprise. En fait, il y a des entreprises qui versent une sorte de points. Alors, je prends un exemple concret. À titre privé, j'ai conseillé quelqu'un qui veut faire la formation d'infirmière, donc qui est passé par un conseiller en évolution professionnelle et qui l'a orienté vers le PTP. Le dossier, donc la personne a passé son concours, l'a eu, sauf que quand on a évalué, la formation est quasiment prise en charge dans sa totalité, sauf qu'au niveau des salaires, sur les 3 ans de formation, il y a un gros reste à charge, c'est-à-dire que comme la personne n'était pas du tout dans une clinique, elle ne travaillait pas dans le domaine de la santé, il lui reste un gros reste à charge en termes de salaire. C'est-à-dire que le PTP ne couvre pas du coup la totalité de ses salaires. Alors, du coup, là, on rentre dans un cas qui est très spécifique, qui est celui des formations pluriannuelles. Donc, en effet, sur les formations qui vont durer plusieurs années, il y a un peu plus de difficultés, mais cela pour tous les financeurs, qu'il s'agisse de la région, qu'il s'agisse de France Travail, qu'il s'agisse de Transition Pro, tous les financeurs peuvent rencontrer une difficulté pour financer une formation sur plusieurs années. Moi, je vais rester très large sur le cas d'une formation longue d'environ 9 mois, 1 an, maximum. Sur les cas plus spécifiques, effectivement, il faut se rendre compte qu'il s'agit d'un très gros effort financier et qu'en effet, parfois, il peut y avoir un impact. Donc, dans ce cas, moi je vais vous dire ce que j'ai recommandé à la personne, parce qu'on a fait le calcul. En gros, il y a un système de points, parce qu'elle était dans le domaine de la... Je pense que là, vous rentrez un peu trop dans les détails, parce que je ne suis pas rentrée dans le détail des priorités, du système de points, tout ça. C'est peut-être un petit peu trop de détails pour une table ronde partagée avec 4 interlocuteurs, mais je pense que vous pouvez tout à fait venir nous voir. On est sur le stand 21. N'hésitez pas. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En effet... pour continuer le fil de cette table ronde, et on voit bien que chaque description de dispositif nous fait rentrer dans des considérations avec évidemment des cas pratiques et des questions. Donc nous continuons le fil de notre table ronde sur la question du repérage, en effet, du repérage des métiers, qui est un autre aspect de la reconversion ou des compétences à acquérir. Et Michael
Merci beaucoup de remettre les slides. Michael va entamer cette séquence qui va être assez courte sur la façon de connaître les métiers. Alors oui, je vais essayer de faire court parce que je sais que le temps nous est compté. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Emploi Store. Donc l'Emploi Store, c'est une plateforme que vous retrouvez sur le site de France Travail où vous avez à peu près 300 applications. Et parmi ces applications, vous avez donc Métiescope pour les demandeurs d'emploi qui ont été inscrits il y a quelques mois encore. Vous aviez IMT, Information sur le marché du travail. Aujourd'hui, ça a été renouvelé en Métiescope. Donc là, c'est un bon moyen déjà d'avoir un premier état des lieux du métier que l'on souhaite viser. Donc un premier, des premières informations. Avant, par exemple, de faire une immersion professionnelle, on peut déjà, en amont, aller se renseigner soi-même. Et donc là, vous avez les missions. Donc là, j'ai pris service en restauration, mais j'aurais pu taper n'importe quel métier. C'est un peu dans l'air du temps, parce que c'est un métier qui est en tension. Mais vous avez un petit visuel vidéo sur la droite. Vous avez les missions principales et comment y accéder. Donc ensuite, sur l'autre slide. Oui, donc en fait, quand on regarde Métiescope, on peut faire fonctionner, enfin, on peut avoir ce petit clip. Qui est 1 minute 32, on ne va pas le passer ici, mais tous les métiers donnent accès à une... sont alors, c'était pas ces slides, mais là, c'est spécifique sur la restauration. D'accord. Là, vous parlez de la EBRS, mais on verra juste après. Et donc là, en complément d'informations sur les métiers de la restauration, mais on peut en avoir sur n'importe quel métier, vous avez les contextes de travail, donc les conditions de travail et les risques professionnels, les horaires et durée de travail. Donc c'est très important de se projeter. Est-ce qu'en fonction de sa vie personnelle, on est en capacité ou non à pouvoir exercer ce métier? Et ensuite, pour aller plus loin, vous avez déjà un premier visuel sur l'état du marché de votre territoire. Donc vous avez un focus sur le nombre de demandeurs d'emploi qui sont inscrits et qui recherchent sur ce métier et le nombre d'offres d'emploi qui sont disponibles sur notre site. Donc là, on voit bien qu'il y a un delta et qu'il y a un manque de ressources. Et donc, il y a à peu près un déficit de 5000 postes non pourvus potentiellement. Donc là, on sait qu'il y a une réelle opportunité pour se projeter sur ce métier-là. C'est un métier porteur. Alors, je voudrais signaler les très très grands progrès de Pôle emploi, maintenant France Travail, Oui. Pour digitaliser toute cette information, pour mettre en commun les beaucoup de bases de données sur les offres d'emploi, les demandes d'emploi, les travaux des observatoires, et pour vous donner, dans quelques régions que ce soit, l'état actuel du marché. Ce qu'on n'avait pas il y a quelques années et qui est quand même très pratique, et ça, en effet, sur toutes les régions françaises. Alors, on ne cesse de s'améliorer, Oui. et donc du coup, pour aller plus loin, on s'est transformé en France Travail pour être davantage plus proche de nos partenaires, et donc travailler en collaboration pour que chaque personne qui est à la recherche d'un emploi puisse ne donner l'information qu'une seule fois. Donc, ne pas à chaque fois reparler de tout son projet. Donc on va justement travailler en collaboration avec les partenaires proches, comme on a parlé tout à l'heure de l'APEC, Cap Emploi, les missions locales, etc. Mais pas que. Ensuite, juste pour terminer là-dessus, donc on a également les métiers qui sont proches. Peut-être que ce métier-là ne correspond pas, mais vous avez d'autres pistes métiers qui peuvent se dégager. Et également, comment être accompagné. Donc soit par France Travail, ou soit par un organisme différent, si jamais vous avez une situation différente. Et je rappelle que ces informations sur les sites de France Travail sont accessibles à des personnes qui ne sont pas du tout inscrites comme demandeurs d'emploi. Donc, vous êtes salarié du secteur privé, du secteur public, vous pouvez avoir accès à cette information. Alors, vous n'avez pas besoin d'un code pour rentrer. Exactement. Et contrairement aux idées reçues, la majorité des demandeurs d'emploi ne sont pas indemnisés. Donc, on n'a pas besoin d'être indemnisé pour s'inscrire à France Travail. Il n'y a qu'une seule règle, c'est être à la recherche d'un emploi ou d'une formation qualifiante. Vous pouvez également vous créer simplement un espace candidat, donc ne pas forcément être référencé comme demandeur d'emploi, mais juste créer un espace candidat qui vous permettra également de candidater sur des offres d'emploi de notre site. Merci beaucoup. Je vais vous demander de faire un focus sur cette méthode de recrutement par simulation qu'on a trouvé intéressant de vous présenter aujourd'hui dans la problématique de la reconversion et donc de la recherche d'emploi, enfin de l'accès plus facile à un emploi. Oui, alors donc la méthode de recrutement par simulation, donc c'est une méthode qui arrive en France il y a à peu près une dizaine d'années.
Donc, c'est un peu de reconversion professionnelle accélérée. Donc, souvent, c'est une méthode qui permet à un employeur de recruter, mais sans tenir compte du CV, du diplôme ou de l'expérience. On va simplement tester à travers une série de tests les habiletés du candidat. Donc on va le mettre en situation professionnelle et on va vérifier si oui ou non il a les habilités pour répondre à la fiche de poste. Donc on a des conseillers spécifiques MRS, donc sur le territoire parisien, on a des conseillers sur l'agence de Cardinet dans le 17e et Diderot, mais pas que je crois, mais notamment sur ces deux agences. Et donc on va promouvoir ces dispositifs auprès des employeurs. On va, pour faire les tests, alors soit il existe déjà des métiers qui sont identifiés MRS, soit il n'existe pas, et dans ces cas-là, on va faire passer les tests aux propres employés de l'employeur qui recrute, et on va établir une moyenne des résultats, et on va se mettre d'accord avec l'employeur sur une note moyenne à atteindre pour vérifier si oui ou non on a les habilités pour justement répondre à la fiche de poste. Si jamais on réussit les tests, si on a cette fameuse note moyenne, l'employeur est dans l'obligation de nous recevoir en entretien. Ça fait partie du dispositif. Et lors de cet entretien, à aucun moment, on ne pourra parler du CV, du diplôme ou de l'expérience. On sera uniquement sur un entretien de motivation. Donc pour toutes les personnes qui ont du mal justement à faire des CV, puisqu'on a beaucoup de personnes qui ont développé beaucoup de compétences au cours de leur parcours professionnel, qui ne savent pas forcément en parler, les mettre en avant. C'est un bon moyen, par le test, de montrer à l'employeur qu'on est en capacité sans forcément le mettre par écrit. Et je dois dire que c'est aussi quelque chose qui se développe, ce recrutement sans CV. Exactement. Sans doute pas partout. France Travail aide justement à changer les esprits de ce point de vue, mais vous avez aussi d'autres ateliers aujourd'hui, notamment avec l'école de la deuxième chance. C'est souvent aussi associé à des initiatives d'organismes de formation. On se rend compte que le CV est peut-être évidemment une aide, mais peut-être aussi quelque chose qui n'est pas forcément valorisant selon la façon dont on sait l'écrire ou pas. Alors juste pour ceux qui ont des difficultés à faire un CV, il existe également des prestations qui permettent justement de vous accompagner sur le sujet. Merci beaucoup, Michael. Donc, ce ne sont évidemment que des premières pistes que vous indiquent nos intervenants. En guise de conclusion, puisqu'il nous reste quelques minutes, je vais demander un mot bref à chacune et chacun sur sa conclusion sur ce sujet, et puis il y aura peut-être une ou deux questions. Gaëlle, votre conseil à des personnes qui souhaitent changer d'emploi, de métier, de secteur? Alors, le premier conseil, ce serait déjà de se faire accompagner pour pouvoir vraiment avoir le regard extérieur, être accompagné d'une tierce personne. D'envisager, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça demande du temps, alors déjà dans le quotidien, mais aussi qu'une reconversion ne se fait pas forcément en une seule fois. Il faut souvent des étapes intermédiaires avant d'arriver au projet final, donc de ne pas se décourager pour autant. Et c'est vraiment ça, justement, trouver le juste équilibre entre tout est possible, parce que c'est pas toujours vrai, malheureusement, et c'est pas non plus rien n'est possible. C'est vraiment trouver ce juste équilibre pour tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Michael. Votre conseil? Je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit, mais effectivement, il faut en parler à un organisme compétent, ne pas hésiter à aller à la rencontre des professionnels. On a parlé tout à l'heure des immersions professionnelles. Je pense que c'est un bon moyen de se rendre compte si oui ou non on est en capacité de se projeter sur ce métier. Effectivement, on peut aussi faire des enquêtes professionnelles. Donc aller à la rencontre d'une entreprise, voir s'ils ont quelques minutes à nous accorder pour nous apporter des informations complémentaires. Mais oui, l'idée c'est vraiment de sécuriser son parcours, identifier les différentes étapes et les sécuriser avec des professionnels de l'accompagnement. Laetitia ? Alors, je vais aller dans le même sens que ce qui vous a été dit. Donc, un projet professionnel, ça prend du temps. Soyez sûr de votre projet professionnel. Quand vous déposez chez nous, vous avez tous vos chances. À partir du moment où vous êtes éligible à nos dispositifs, notamment du PTP, du projet de transition professionnelle, vous avez votre chance.
Donc soyez sûr que ce soit le bon projet. C'est une chance qui ne se présente pas non plus tous les ans d'obtenir un financement. On est quand même sur des montants assez importants qui vraiment vous sécurisent. Donc, et si des fois ça ne marche pas du premier coup, ne vous découragez pas. Vous pouvez tout à fait redéposer une demande et avoir un accord la deuxième fois. Donc voilà, ce n'est pas le premier coup forcément qui est le bon. Parfois le deuxième fonctionne. Donc accrochez-vous et surtout construisez votre projet en toute sécurité. Merci beaucoup Laetitia. Et Marlène, le mot de la fin. Je vais dire la même chose, mais venez nous voir en premier. Allez voir un conseiller en évolution professionnelle. Je dirais en priorité, prenez ce temps qui est important, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, le temps de la réflexion, de la construction, il est très important. Ne restez pas seul face à des questions, face à des difficultés, face à la multitude d'informations qu'on peut avoir aujourd'hui sur Internet, mais aussi via d'autres biais. N'hésitez pas à rencontrer quelqu'un qui va vous aider à poser un cadre, à poser aussi des nouvelles questions peut-être et à voir les choses sous un nouvel angle, peut-être, également. Et être, sécuriser votre projet. Je pense vraiment, là aussi, sécuriser quoi. Ne vous dites pas lundi matin, j'en ai marre, je démissionne. Surtout pas. Voilà, surtout pas. Venez nous voir, vraiment. Prenez un jour de congé. Réfléchissez. Oui, respirez. voilà, par exemple. Voilà. Mais voilà, ce sont des services qui sont accessibles facilement. Donc, profitez-en. Alors, merci beaucoup. Marlène, Gaëlle, Michael et Laetitia. Je vous propose, merci beaucoup à vous d'avoir suivi avec autant d'attention notre table ronde. Je propose à celles et ceux qui pourraient avoir des questions d'échanger avec nos intervenants. Je remercie aussi les participants à distance. Régis.